Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les anciens Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Messieurs les préfets, Madame la Présidente de la région Île-de-France, Monsieur le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Madame la maire de Paris, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, et en particulier Monsieur l'ambassadeur d'Israël en France et Monsieur l'ambassadeur de France en Israël, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités judiciaires et militaires, des cultes, des médias et de la société civile, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions et d'associations, Messieurs les présidents d'honneur du CRIF, Mesdames et Messieurs, chers amis. Le 13 février 2006, j'avais 25 ans. J'ai pleuré la mort d'un Français juif enlevé, torturé, assassiné. Le 13 février 2006, j'ai pleuré la fin d'un monde. Je suis de la génération Ilan Halimi, celle qui a vu l'antisémitisme meurtrier s'échapper en France des livres d'histoire, la haine des Juifs prendre de nouveaux visages, les lâchetés et les silences se faire complices du crime. Quand des bûcherons antisémites ont tronçonné un arbre planté à sa mémoire, tout a ressurgi. La rage, le sentiment de solitude, la détermination. En souvenir d'Ilan Halimi, je veux dire avec vous ce soir, nous ne laisserons personne déraciner sa mémoire. Nous ne laisserons personne déraciner la République. Nous ne laisserons personne déraciner les Français juifs. Monsieur le Premier ministre, lors de la remise du prix qui porte son nom, vous nous avez confié à quel point sa mort avait marqué votre conscience politique. Je tiens d'abord à vous exprimer notre reconnaissance et à travers vous, à tous les élus, maires, présidents de collectivités locales, présidents de régions, jusqu'au président de la République vendredi dernier. Ils ont choisi de planter des arbres en signe d'engagement républicain contre l'antisémitisme. Beaucoup de ces élus sont avec nous ce soir, nous pouvons les applaudir. Mais permettez-moi également de partager un émoi. Planter un arbre est bien sûr un symbole fort. Mais comment comprendre la décision de justice qui ne reconnaît pas la nature antisémite de cette dégradation, comme elle ne l'a pas reconnue pour la défenestration de René Adjadj à Lyon ou l'empoisonnement d'une famille juive à Levallois. Faut-il que l'antisémitisme ou le racisme soient revendiqués par leurs auteurs pour être reconnus? La France a besoin que la justice mette plus souvent des mots sur la haine, même quand elle se propage en silence. Mesdames et messieurs, de Manchester à Washington, de Sydney à la Grande Motte, le 7 octobre a été entendu comme un appel mondial au passage à l'acte violent contre les Juifs. Dans une société française déjà fragmentée, le tsunami antisémite qui a suivi ces attaques terroristes a été un choc, même si malheureusement, il n'a pas été une surprise. Un calme relatif s'est aujourd'hui imposé au Proche-Orient. Le corps de Ran Gvili, dernier otage israélien, a été rendu à sa famille. Les proxys iraniens ont été réduits au silence et un soulagement prudent a allégé les cœurs inquiets.
Mais nous aurions tort de croire que nous retrouverons rapidement en France la situation qui prévalait avant le 7 octobre. Disons-le simplement, l'antisémitisme ne connaît pas de cessez-le-feu. Le conflit au Proche-Orient a servi de catalyseur, mais la haine qui progresse dans notre pays est un problème français et rien ne permet d'espérer une décrue rapide. En 2025, pour la 3e année consécutive, les actes antisémites se sont comptés en milliers. 1320 actes recensés par le ministère de l'Intérieur contre seulement des dizaines par an, déjà trop dans les années 90, puis des centaines annuellement de 2000 à 2022. Au-delà, un antisémitisme d'atmosphère s'est déployé, amenant des Français à douter parfois de leur avenir en France. Alors, comment comprendre cette progression de la haine? Comment expliquer que les Juifs, moins de 1% de la population, soient la cible de 53% des actes antireligieux dans notre pays? D'abord, une obsession, celle de l'essentialisation des Juifs et de l'assignation permanente à la guerre à Gaza. À l'école comme dans la rue, dans les universités comme dans les clubs de sport, dans les cercles amicaux ou professionnels, des citoyens français sont ostracisés, tenus comptables d'un conflit à des milliers de kilomètres. L'injonction est féroce. Exiger des Juifs qu'ils condamnent Israël pour faire du sionisme un crime moral. C'est une falsification historique. Être sioniste, c'est reconnaître simplement que le peuple juif, comme tous les autres peuples, a droit à l'autodétermination. Le sionisme n'est pas une infraction au droit international. C'est au contraire son accomplissement. En 1948, les Britanniques se sont retirés du Proche-Orient, comme ils se sont retirés d'Inde ou du Pakistan, et un vieux peuple indigène, le peuple juif, comme d'autres, accède à la souveraineté. N'en déplaise à Rima Hassan, la création d'un État juif n'est pas le produit de la colonisation, mais s'inscrit au contraire dans l'histoire de la décolonisation. Si le nouveau maccarthisme antisioniste est aussi séduisant, c'est parce qu'il se présente comme un progressisme. Un climat d'intimidation intellectuelle terrorise l'univers académique, où des étudiants juifs sont harcelés. Il menace aussi le monde de la culture, où des artistes comme Amir, Enrico Macias ou Sophia Aram, ici présente, font l'objet d'appels au boycott. Vous pouvez l'applaudir. Et il faut désormais du courage pour faire entendre une voix nuancée sur les Juifs ou sur le Proche-Orient. Parmi ces inquisiteurs des temps modernes, un syndicat fait preuve d'un zèle remarquable. Quand la CGT s'oppose à la tenue d'un concert de l'Orchestre philharmonique d'Israël à Paris, défend-elle les travailleurs ou alors cultive-t-elle, depuis le 7 octobre, une idéologie faite de clientélisme et d'aveuglement jusqu'à l'apologie du terrorisme? Une chose est sûre, à la CGT, on ne fait jamais la grève de la haine d'Israël. Cette nouvelle inquisition trouve aussi des relais plus branchés. Ainsi, Radio Nova, qui accueille Guillaume Meurice, qui défend Blanche Gardin, et qui devient peu à peu la radio refuge de l'humour antisémite qui affirme ne pas l'être et s'offusque qu'on le dénonce. Dieudonné en rêvait, Mathieu Pigasse et Radio Nova l'ont fait. Et que dire de la responsabilité d'élus jusqu'au banc de l'Assemblée nationale qui légitime et cautionne l'antisémitisme? Je salue la proposition du président de la République de rendre inéligibles
les auteurs d'actes et de propos racistes ou antisémites. Rima Hassan, Émeric Caron, David Guiraud, Thomas Porte, tôt ou tard, vous serez rattrapés par la justice. Je le dis ce soir, LFI représente un danger existentiel pour les Français juifs. Mais au-delà des Juifs, il est temps de reconnaître ce parti pour ce qu'il est. Aucune démocratie interne, la violence comme stratégie, le culte du chef, l'intimidation des journalistes, la soumission à Poutine comme la compromission avec les mollahs. LFI est un parti factieux, une secte politique dangereuse pour la République. La mort de Quentin Derenc à Lyon doit servir aujourd'hui d'alerte. L'angélisme face à la violence de LFI aussi doit cesser. Face à cette dérive, la réponse doit venir de la gauche elle-même. La gauche française doit définitivement se démélanchoniser. Cet impératif n'est pas que politique, il est d'ordre moral et engage l'honneur et l'histoire de la gauche républicaine. Je le redis ce soir, comme je l'ai dit l'an dernier, le PS et tous les acteurs de la gauche responsable doivent rompre clairement, définitivement avec LFI en renonçant à toute alliance avec ce parti. Car pourquoi la gauche républicaine s'autoriserait-elle avec LFI ce que la droite républicaine s'interdit à raison avec le RN et j'espère continuera à le faire. Chers amis, l'antisémitisme ne connaît pas de cessez-le-feu. Il ne connaît pas non plus de frontières. On raconte l'histoire d'un rescapé de la Shoah qui cherche à fuir une Europe où les cendres du peuple juif fument encore. Il se présente à une association d'aide aux réfugiés. « Où voulez-vous aller ?» lui demande-t-on. « Je ne sais pas. »« En Australie, » répond-il. « L'Australie ? Mais c'est loin. »« Loin d'où ?» répond-il simplement. Cette histoire, c'est celle de beaucoup de familles juives d'Australie. En assassinant 15 personnes venues assister à un allumage de Hanouka sur la plage de Bondi Beach, les terroristes ont aussi assassiné une illusion. Non, ni la distance, ni les océans ne sont des remparts suffisants face aux affres de l'antisémitisme. À Sydney, l'histoire a fini par rattraper la géographie. Parmi les victimes figurait un Français, Dan El-Khayyam. Ses parents, ses frères font face avec dignité à cette épreuve inconsolable. Sa famille est présente à nos côtés ce soir. Merci de vous lever en silence. Merci de vous lever en silence pour leur dire notre solidarité indéfectible. Je vous remercie. Aucun pays, aucune société n'est à l'abri de l'antisémitisme. Pas même, comme on l'a longtemps cru, les États-Unis. À New York, l'élection de Zohran Mamdani, pour qui le slogan « Globalize Intifada » est acceptable, et qui revient sur l'adoption de la définition de l'antisémitisme de l'IHRA, fait perdre à cette ville
son statut historique de refuge pour les Juifs du monde entier. De l'autre côté, l'activisme MAGA libère les pulsions antisémites de suprémacistes décomplexés, de Nick Fuentes à Tucker Carlson. Ils sont, eux aussi, les ennemis des Juifs et les ennemis de la démocratie. Je crois à la nécessité d'un dialogue respectueux entre la France et les États-Unis, entre la patrie des droits de l'homme et celle de la statue de la liberté, pour combattre l'antisémitisme des deux côtés de l'Atlantique, comme pour défendre la liberté partout dans le monde. La liberté d'abord pour l'Ukraine face à l'impérialisme russe, la liberté pour les femmes afghanes, abandonnées au pire des obscurantismes, la liberté pour le peuple du Venezuela, qui a droit aussi à la démocratie, la liberté pour les Kurdes, livrés à la vengeance de néo-djihadistes, la liberté espérée pour Christophe Glaise, otage en Algérie, et celle retrouvée de Boualem Sansal. La liberté pour nos compatriotes Cécile Collère et Jacques Paris, toujours retenus en Iran et assignés à résidence à l'ambassade de France. La liberté en Iran, toujours, quand un peuple se soulève face à l'oppression islamiste. Des dizaines de milliers de manifestants ont été massacrés en 2 jours par les terroristes des gardiens de la Révolution, dans le silence du monde et de la plupart des indignés professionnels. Le régime des mollahs est l'ennemi des Iraniennes et des Iraniens. Il est l'ennemi de toutes les démocraties. Des représentants de la communauté iranienne de France sont présents ce soir. Notre cœur saigne avec le leur. Merci de les applaudir. Mesdames, Messieurs, nous marquons cette année le 80e anniversaire du procès de Nuremberg. Vladimir Yankelevitch analysait en son temps la leçon du passé au présent, l'exigence des disparus aux vivants. Je le cite. L'extermination des Juifs ne fut pas une flambée de violence. Elle a été doctrinalement fondée, philosophiquement expliquée, méthodiquement préparée, systématiquement perpétrée. Elle est l'application d'une théorie dogmatique qui existe encore aujourd'hui et qui s'appelle l'antisémitisme. Chers amis, si le nazisme est mort, ou presque mort, avec sa défaite, s'il a été jugé et condamné à Nuremberg, l'antisémitisme, lui, poursuit son chemin. Aujourd'hui, non seulement la mémoire de la Shoah ne protège plus les Juifs, mais désormais, on la retourne contre eux. Ils ne nous pardonneront jamais le mal qu'ils nous ont fait, aimait rappeler avec ironie et lucidité la rescapée d'Auschwitz, Marceline Loridan. Dans son discours devant le Bundestag le 27 janvier 2004, Simone Veil alertait déjà. Quand on retourne la mémoire de la Shoah contre les Juifs, en osant des comparaisons indécentes entre camps d'extermination et camps de réfugiés, quand on banalise le génocide juif par toutes sortes d'amalgames ou qu'on exploite les clichés de la propagande antisémite au service du combat antisioniste, l'Europe, disait-elle, a le devoir d'arrêter ces dévoiements. Ces mots de Simone Veil auraient pu être prononcés après le 7 octobre pour qualifier l'accusation mensongère et infamante de peuple génocidaire que l'on veut désormais coller au peuple juif dans une funeste inversion morale. Monsieur le Premier ministre, vous avez pris le temps de venir visiter l'exposition mémorielle sur le 7 octobre que nous avons organisée place des Vosges en hommage aux 1200 victimes du Hamas et aux otages. Ensemble, nous nous sommes arrêtés devant la photo de la cérémonie d'hommage national rendue aux Invalides.
J'ai vu aussi votre émotion devant les images des kibboutz martyrisés et face au portrait des 50 victimes françaises. Vous m'avez dit aussi l'importance de vos échanges avec les familles d'otages lors de vos voyages en Israël quand vous étiez ministre de la Défense. Je connais aujourd'hui l'engagement sincère de votre gouvernement contre l'antisémitisme. Je sais aussi que la France ne reprend pas à son compte l'accusation de génocide. Mais pourquoi l'Europe et la France laissent-elles cette accusation sans réponse lorsqu'elle est proférée par d'autres pays dans des instances internationales? Laisser prospérer mondialement l'accusation mensongère de génocide, c'est mettre en danger tous les juifs, où qu'ils vivent, essentialisés, nazifiés, livrés à la vindicte des antisémites. L'accusation de génocide n'aide ni la paix, ni les Palestiniens, mais prépare le terrain des violences antisémites pour les générations à venir. Cette rhétorique antisémite est au cœur du discours de la rapporteure spéciale de l'ONU, Francesca Albanese. Monsieur le Premier ministre, décidément, Francesca Albanese suscite beaucoup de réactions. Monsieur le Premier ministre, la demande française de sa démission, portée par le ministre des Affaires étrangères, est l'honneur de notre pays. L'argutie de ceux qui la défendent, y compris en France, n'efface pas le fait qu'elle a participé à un forum aux côtés d'un dirigeant du Hamas, dont elle qualifie l'action de résistance, ou qu'elle a parlé par le passé des États-Unis subjugués par le lobby juif. L'antisémitisme n'est acceptable ni dans les cours d'école, ni sur Internet, et encore moins à l'ONU. Mesdames, Messieurs, permettez-moi également un constat. En septembre, quelques jours avant la reconnaissance de l'État palestinien par la France, l'autorité palestinienne mettait enfin en détention un des suspects de l'attentat de la rue des Rosiers, dans la perspective, disait-on, d'une extradition. Vous le savez, les institutions juives étaient largement opposées à cette reconnaissance, alors que des otages étaient encore retenus à Gaza, que le Hamas n'a toujours pas désarmé et que beaucoup d'États de la région ne reconnaissent pas Israël. 5 mois plus tard, ce suspect n'a toujours pas été extradé. Alors, je m'interroge. Qu'est-ce que la France a gagné avec cette reconnaissance prématurée? Les institutions juives ont toujours soutenu tous les processus de paix au Proche-Orient et continueront de le faire. Parce que nous sommes Français, parce que nous sommes Juifs, nous sommes sensibles à la détresse de toutes les populations civiles, israéliennes comme palestiniennes, y compris donc les civils de Gaza. Mais cela ne nous empêchera jamais de dire que la cause d'Israël est juste dans cette guerre qu'il n'a pas choisie, ni de continuer à appeler à la paix entre Israéliens et Palestiniens. Mesdames, Messieurs, nous vivons des temps étranges où la République est abîmée par ceux qui devraient la défendre. La République s'abîme quand des maires, par clientélisme, ouvrent la porte à l'islamisme des frères musulmans dans leur ville. Elle s'abîme quand on laisse se tenir une messe en hommage à Pétain, alors que la République l'avait condamné à l'indignité nationale. La République s'abîme quand on laisse Al Jazeera et sa déclinaison sur les réseaux sociaux Agi+, diffuser en France une rhétorique islamiste qui attaque la laïcité française autant qu'elle menace les Juifs.
Elle s'abîme quand des députés du parti passionnément antisémite, ceints de leur écharpe tricolore, mais brandissant des drapeaux palestiniens, tiennent meeting au cri de sionistes hors des facs au sein même de nos universités. La République s'abîme quand on laisse le populisme de l'extrême droite, sous le visage juvénile du RN, se banaliser et se présenter comme unique recours face à LFI. Elle s'abîme quand un avocat dans le procès de l'assassinat de Samuel Paty a l'indécence de prétendre qu'il aurait discriminé des élèves musulmans. Elle s'abîme enfin quand un conseiller d'État s'égare en appelant à des rafles contre l'immigration illégale. Les mots ont un sens parce qu'ils ont une histoire. Monsieur le Premier ministre, être universaliste, c'est demander à la fois plus de République et la même République pour tous. Dans ce combat, je salue la tenue des assises de la lutte contre l'antisémitisme et l'adoption de la loi contre l'antisémitisme et le racisme dans l'enseignement supérieur. Je veux saluer aussi l'engagement de la DILCRA. Mais comment accepter que le budget de la DILCRA, 15 millions d'euros, soit par exemple inférieur à la contribution française à l'UNRWA? Nous consacrons chaque année, à raison, des centaines de millions d'euros à désenclaver des quartiers. Pourquoi ne pas faire un effort comparable pour désenclaver les esprits? Il est temps aussi d'aller plus loin sur le plan législatif. Lorsque l'antisémitisme était racial, l'Assemblée nationale s'est dressée et a voté en 1972 la loi Pleven pour pénaliser l'incitation à la haine raciale. Quand l'antisémitisme a pris ensuite le visage du négationnisme, elle s'est encore levée. C'est la loi Guessot en 1990. Aujourd'hui que l'antisémitisme prend sa source dans la haine d'Israël, la représentation nationale doit, encore une fois, faire progresser la loi. La loi Pleven n'a pas empêché le progrès de la biologie. La loi Guessot n'a pas entravé la recherche historique. J'ai confiance dans les juges. La loi proposée par Caroline Yadan et de nombreux parlementaires ne réduira en rien la liberté d'expression. Au contraire, en distinguant clairement les discours de haine des critiques légitimes, elle la protégera. Monsieur le Premier ministre, en 1791, 2 jours à peine séparent la première abolition du délit de blasphème du décret d'émancipation des Juifs de France. Et comme en écho dans l'histoire, en 2015, 2 jours séparent également l'attentat de Charlie Hebdo, accusé de blasphème par des islamistes, et l'attentat de l'Hypercacher. Ce hasard qui n'en est pas dit mieux que de longs discours pourquoi en France, la condition des Juifs sera toujours liée à celle de l'esprit critique et de la laïcité. Croyants ou non, nous partageons la conviction que la laïcité a été, si j'ose dire, une bénédiction républicaine. Depuis 120 ans, les Français juifs, comme tant d'autres, l'ont chérie et protégée et ne se résignent pas aujourd'hui à la voir conspuée ou brocardée. Le 23 juin prochain, la dépouille de Marc Bloch fera son entrée au Panthéon. Avec lui, il y apportera l'une des plus belles déclarations d'amour à la France. Je le cite. « La France, enfin, dont certains conspireraient volontiers à m'expulser aujourd'hui. Et peut-être, qui sait,
y réussiront, demeurera, quoi qu'il arrive, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. Monsieur le Premier ministre, dans le sillage de Marc Bloch, de Léon Blum, de Georges Mandel, de Pierre Mendès France et de tant d'autres, les Français juifs aiment et défendent la République. De tout temps, de la Révolution française à la Résistance, de l'affaire Dreyfus à aujourd'hui, nous n'oublions pas que des Français se sont battus aux côtés de leurs concitoyens juifs pour dire que l'antisémitisme est une injure au pacte républicain. Au nom des institutions juives de France, je veux donc dire aux centaines de milliers de personnes descendues dans la rue le 12 novembre 2023, aux 76% de Français qui considèrent l'antisémitisme comme une menace pour la République, que le visage de la France ne serait pas le même sans eux. Le visage de la France, c'est celui des policiers qui protègent les synagogues et les écoles, parce que personne ne doit être ciblé pour ce qu'il est. Celui des juges, des enseignants, des éducateurs qui refusent le fatalisme face à l'antisémitisme, comme face à toutes les haines racistes. Le visage de la France que nous voulons retenir, c'est d'abord celui d'Émile Zola, qui écrit « J'accuse », de Stanislas de Clermont-Tonnerre, qui plaide pour l'émancipation des Juifs de France, de Monseigneur Saliège et sa lettre pastorale dénonçant les persécutions antisémites, de Lucie Aubrac et son courage dans la résistance, de Clémenceau et sa détermination à défendre Dreyfus, de Joséphine Baker, qui transportait des messages cryptés dissimulés dans des partitions. C'est le visage de la France humaniste et universaliste. Monsieur le Premier ministre, le génie français et l'esprit du judaïsme ont en commun le combat pour des valeurs et un refus obstiné du fatalisme. Alors ce soir, tous ensemble, engageons-nous à garder l'esprit critique comme chemin et l'universalisme comme horizon. Je vous remercie.